8 petites minutes à peine, un souffle dans une réunion diplomatique. Et pourtant, cela a suffi pour déclencher la crise la plus violente entre la France et l'Espagne depuis l'affaire du Rainbow Warrior, provoquant au passage une fracture profonde et durable au sein de l'Union européenne sur la question migratoire. Pedro Sánchez venait d'achever une attaque particulièrement agressive contre la politique française, accusant Paris de fermer ses portes aux plus vulnérables et de renier les valeurs fondamentales de l'Europe, et avec ce regard chargé d'indignation morale presque calculée, il fixait Sébastien Lecornu, persuadé d'avoir exposé devant tous les dirigeants réunis à Bruxelles l'hypocrisie française qu'il dénonçait avec tant d'assurance, mais à cet instant précis, tout a basculé lorsque le Premier ministre français s'est levé pour prononcer quelques mots qui ont instantanément figé la délégation espagnole. Car il ne s'agissait plus d'un simple débat technique sur l'immigration, mais bien d'un moment de rupture où un dirigeant de 39 ans venait de montrer à toute l'Europe que l'ère des leçons moralisatrices teintées d'idéologie touchait à sa fin, et pour saisir pleinement l'onde de choc qui allait suivre et bouleverser l'équilibre européen. Il faut remonter 6 semaines en arrière à une période où le continent traversait déjà l'une des crises migratoires les plus graves de son histoire récente. Les données parlaient d'elles-mêmes implacables et presque impossibles à ignorer. Depuis le début de l'année 2025. Près de 340 000 personnes avaient pénétré illégalement sur le territoire européen, marquant une hausse vertigineuse de 67% en un an. Un an est au cœur de cette dynamique Espagne forte de ses 8000 km de littoral et de sa proximité immédiate avec l'Afrique s'était imposée comme la principale porte d'entrée de ces flux clandestins. Mais réduire cette crise à une simple question de chiffres serait une erreur tant ses conséquences débordaient largement les statistiques, car dans Madrid, Barcelone ou Valence, une tension sociale croissante se faisait sentir à chaque coin de rue, révélant une société profondément fracturée où 45% de la population continuait à soutenir la politique d'accueil du gouvernement de Pedro Sánchez, tandis qu'une majorité de 55% exigeait désormais un durcissement drastique des règles d'entrée et de prise en charge. Une polarisation rapide qui rappelait étrangement les secousses de 2015 à l'échelle européenne, sauf que cette fois, le poids de la crise reposait avant tout sur l'Espagne, devenue, malgré elle, le terrain d'expérimentation d'une Europe qui commodément préférait détourner le regard. Tandis qu'au sommet de l'État, dans les salons feutrés de la Moncloa, l'atmosphère était devenue presque irrespirable tant la pression politique s'intensifiait autour d'un dirigeant fragilisé, car réélu de justesse en 2023, Sánchez faisait face à la tempête la plus violente de son mandat, avec des sondages accablants indiquant que 78% des Espagnols considéraient que le gouvernement avait perdu la maîtrise de la situation migratoire, pendant que les écrans de télévision diffusaient en continu des images saisissantes en provenance des îles Canaries, où plus de 45 000 migrants s'entassaient dans des structures prévues pour à peine 7 000 personnes. Mais au-delà de cette réalité déjà dramatique, une menace bien plus inquiétante se dessinait dans l'ombre soigneusement dissimulée par Madrid, puisque les services de renseignement avaient mis au jour l'essor de réseaux criminels spécialisés dans l'exploitation humaine, transformant progressivement l'Espagne en un hub central du trafic migratoire européen. Des organisations issues principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne qui avaient perfectionné leurs méthodes avec une efficacité troublante, comme le révélait un rapport confidentiel du Centre national d'intelligence, transmis en octobre 2025, décrivant avec une précision glaciale une véritable industrialisation de l'immigration clandestine, où des embarcations rapides dotées de moteurs puissants transportaient jusqu'à 80 personnes en moins de 6 heures depuis les côtes marocaines. Et plus alarmant encore, ces réseaux avaient implanté des bases logistiques dans plusieurs villes telles que Almeria, Murcie et Alicante, servant de point de transit où les migrants étaient brièvement hébergés avant d'être redirigés vers d'autres destinations européennes. Lors d'un briefing classé ultra confidentiel à la Moncloa, le général José Manuel Santiago, à la tête du CNI, avait dressé un constat glaçant devant Pedro Sánchez selon lui. Les filières migratoires avaient atteint un niveau d'organisation inédit, fonctionnant désormais comme de véritables entreprises criminelles, générant plus de 400 millions d'euros annuels, capables non seulement d'orchestrer les traversées, mais aussi d'infiltrer et corrompre des pans entiers de l'appareil d'État des ports, jusqu'aux services douaniers, en passant par certains élus locaux, une réalité explosive que Madrid gardait soigneusement sous silence pour éviter un scandale politique majeur, car reconnaître publiquement que l'Espagne n'était plus seulement submergée, mais aussi
malgré elle intégrée à un réseau criminel international, aurait été dévastateur et pourtant, le plus dérangeant dans ce rapport restait ailleurs. Près de 67% des migrants arrivant sur le sol espagnol n'avaient aucune intention d'y construire leur vie, utilisant le pays comme une simple étape avant de viser France-Allemagne ou les pays nordiques jugés plus attractifs en termes d'emploi et de conditions d'accueil. Une réalité qui ridiculisait la posture humanitaire du gouvernement Sanchez et pire encore, cette logique de transit transformait progressivement l'Espagne en véritable passoire européenne où les migrants, après avoir obtenu des documents temporaires, s'évaporaient dans la nature pour poursuivre leur route, laissant au passage à Madrid l'intégralité du fardeau financier, sans aucun bénéfice tangible, ni économique, ni démographique, tandis que dans une réunion de crise tendue, la vice-présidente María Jesús Montero alertait avec insistance sur l'impasse actuelle, soulignant que l'Espagne ne pouvait plus porter seule cette charge, alors que la solidarité européenne semblait s'effondrer, accusant France de verrouiller ses frontières, Allemagne de restreindre drastiquement ses quotas et Italie de refouler les embarcations vers les côtes espagnoles, une situation d'autant plus préoccupante que les coûts avaient explosé pour atteindre 4,2 milliards d'euros en 2025, soit 0,3% du PIB, au point que certaines régions autonomes menaçaient de rompre administrativement avec Madrid si aucune solution rapide n'était trouvée. Mais au cœur de cette crise se trouvait surtout une contradiction profondément injuste. Selon les règles de Dublin, les demandeurs d'asile doivent déposer leur demande dans le premier pays d'entrée, ce qui plaçait juridiquement toute la responsabilité sur l'Espagne, alors même que dans les faits, la majorité cherchait à rejoindre des pays offrant de meilleures perspectives, et la situation s'était encore aggravée depuis septembre 2025 lorsque France avait considérablement durci ses contrôles à la frontière, bloquant de facto ces flux sur le territoire espagnol. Acculé par une opinion publique de plus en plus hostile et des mobilisations locales qui paralysaient certaines régions, Sébastien Lecornu avait finalement tranché sans ambiguïté, verrouillé totalement le passage des Pyrénées pour bloquer les migrants en situation irrégulière. Une décision lourde de conséquences qui fit immédiatement bondir José Luis Ábalos, lesquels dénonçaient avec virulence une manœuvre cynique en accusant la France de transformer l'Espagne en simple zone tampon, laissant les flux arriver avant de refermer la porte pour contraindre Madrid à en assumer seul le poids, qualifiant cette attitude d'égoïsme assumé, et il faut dire que cette politique française présentée comme une mesure de sécurité apparaissait en réalité comme une forme sophistiquée de refoulement qui contournait l'esprit même de la solidarité européenne, car en pratique, France tirait avantage de sa configuration géographique protégée naturellement par les Pyrénées au sud et les Alpes à l'est, ce qui lui permettait de se donner une image de rigueur tout en transférant la pression migratoire vers ses voisins méridionaux, une stratégie dont le caractère discutable devenait encore plus évident lorsqu'on en examinait les mécanismes concrets puisque dès septembre 2025, Paris avait discrètement réactivé des contrôles permanents à des points clés comme Hendaye-Cerbère et Le Perthus, officiellement pour prévenir les menaces terroristes internationales, mais dans les faits, ces dispositifs servaient surtout à intercepter et renvoyer vers l'Espagne tout migrant sans statut légal, tentant d'entrer sur le territoire français. Ce qui rendait ce dispositif français particulièrement redoutable, ce n'était pas seulement son existence, mais les chiffres que Madrid s'efforçait tant bien que mal de garder hors de portée du débat public, car avant même l'entrée en vigueur du programme Vigile en 2024, près de 140 000 migrants ayant transité par Espagne parvenaient à atteindre France, alors qu'un an plus tard, ce flux s'était littéralement effondré à moins de 8 000, une chute brutale qui révélait une réalité bien plus dérangeante. Plus de 130 000 personnes supplémentaires se retrouvaient désormais coincées sur le sol espagnol sans l'avoir réellement choisi, illustrant une forme de verrouillage territorial dont l'ironie était d'autant plus frappante que la France, forte d'une économie plus solide et d'un marché du travail plus favorable, disposait en théorie de bien meilleures capacités d'accueil que son voisin ibérique. Mais sous la pression d'un climat social tendu et de sondages peu flatteurs pour son gouvernement, Sébastien Lecornu avait opté pour une approche pragmatique ou plutôt commode, contenir les flux en amont, et en laisser la gestion à l'Espagne, une décision qui, lorsqu'on la replace dans une perspective économique comparative, souligne encore davantage le déséquilibre entre les deux pays, car avec un PIB par habitant atteignant 48 200, 50 € contre 29 600 pour l'Espagne, la France possédait une marge financière nettement supérieure pour absorber ses arrivées. Et cet écart se retrouvait également sur le marché de l'emploi où le taux de chômage français limité à 7,2%
2% contrasté avec les 12,1% espagnols offrant logiquement de meilleures opportunités d'intégration professionnelle. Mais au-delà de ces indicateurs, les données les plus parlantes concernaient l'insertion sociale elle-même, puisque selon une étude de l'OCDE, 77% des migrants installés en France depuis plus de 5 ans avaient accédé à un emploi stable contre à peine 40% en Espagne. Des résultats qui mettaient en lumière une évidence gênante, le refus français d'accueillir davantage de migrants relevait moins de contraintes réelles que de calculs politiques soigneusement ajustés, une conclusion d'ailleurs confirmée par la situation sur le terrain. Dans les périphéries urbaines françaises, malgré des fragilités sociales bien documentées, l'intégration des populations issues de l'immigration s'inscrivait dans une mécanique ancienne, presque institutionnalisée, portée par un système administratif, éducatif et social solidement structuré capable d'absorber et d'accompagner les nouveaux arrivants avec une certaine efficacité, tandis qu'à l'inverse, Espagne se retrouvait confrontée de manière brutale à une immigration de masse sans disposer des instruments nécessaires pour y répondre, révélant ainsi un retard structurel qui se traduisait concrètement dans les moyens financiers alloués, car là où France consacrait en moyenne 340 € par habitant chaque année à ses dispositifs d'accueil et d'intégration, Madrid n'y consacrait qu'une part nettement inférieure, une faiblesse budgétaire, qui expliquait en partie pourquoi le pays peinait à retenir durablement les migrants de passage. Mais la situation prit une tournure encore plus tendue au début du mois de novembre 2025, lorsque les autorités françaises procédèrent au renvoi de 3400 migrants vers l'Espagne, en l'espace d'une seule semaine, invoquant une application stricte des règles de Schengen, des opérations accompagnées de contrôles policiers renforcés dans les gares et les aéroports, donnant de facto l'impression d'une fermeture quasi totale des frontières, en contradiction avec les principes européens, ce qui provoqua la colère immédiate de Pedro Sánchez, qui, lors d'une conférence de presse particulièrement tendue à Madrid, dénonça une violation flagrante de l'esprit européen par une France accusée de faire primer ses intérêts nationaux en transférant sur l'Espagne des responsabilités collectives, annonçant son intention de saisir la Commission européenne et de réclamer des sanctions contre Paris, une menace juridique qui irrita profondément les cercles du pouvoir français, tant à l'Élysée qu'à Matignon, où l'on évoquait désormais sans détour un chantage venu de la péninsule ibérique et une posture victimaire assumée d'autant que la France, déjà confrontée à ses propres tensions internes, refusait catégoriquement l'idée de se voir imposer de nouveaux quotas migratoires par Bruxelles sous pression espagnole. Et c'est dans cette atmosphère électrique que s'ouvrit le sommet européen des 15 et 16 novembre 2025 à Bruxelles, officiellement consacré à la gestion des flux migratoires et à la solidarité entre États membres, mais en coulisses. Chacun savait que cette rencontre serait avant tout le théâtre d'un affrontement direct entre Paris et Madrid. Lorsque Pedro Sánchez posa le pied à Bruxelles, il ne venait pas les mains vides, mais armé d'un véritable dossier à charge minutieusement préparé contre la politique française, fruit d'un travail méthodique où chaque élément avait été soigneusement rassemblé, preuve détaillée des refoulements jugés illégaux, inventaire précis des entorses aux règles de Schengen et surtout évaluation chiffrée du coût que cette stratégie faisait peser sur Espagne avec une ambition sans détour en toile de fond, celle de placer France dans une position d'isolement diplomatique et de contraindre Sébastien Lecornu à accepter une redistribution obligatoire des migrants à l'échelle européenne, une offensive préparée avec le concours des meilleurs spécialistes madrilènes en droit communautaire et en politique migratoire sous la coordination de Teresa Ribera, qui avait réuni autour d'elle juristes de l'Université Complutense, économistes de l'EE Business School et experts du Real Instituto Elcano, afin de bâtir un argumentaire juridiquement inattaquable, ce qui donna naissance à un document massif de 337 pages baptisé « Rapport Salaman » du nom de Miguel Salaman, ancien magistrat à la Cour européenne des droits de l'homme. Un rapport qui recensait avec une précision chirurgicale 47 cas de refoulement attribués aux autorités françaises entre septembre et novembre 2025, en contradiction directe avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui, au-delà de l'aspect juridique, s'aventurait également sur un terrain plus technique mais tout aussi explosif en évaluant les conséquences économiques de ce que Madrid qualifiait de dumping migratoire français sur son économie nationale, puisque selon les calculs des experts espagnols, ces pratiques coûtaient chaque année près de 47 millions d'euros supplémentaires en dépenses liées à l'hébergement, à la santé et à l'administration, soit environ 0,06% du PIB,
un montant équivalent au budget annuel de 3 universités publiques, une estimation qui présentée lors d'un briefing final à la Moncloa par Miguel Salamón, s'accompagnait d'une certitude affichée: l'Espagne disposait désormais de suffisamment d'arguments juridiques pour fragiliser la position française devant toutes les instances européennes, car les infractions étaient selon lui parfaitement établies et solidement documentées, rendant toute contestation difficile pour Paris. Mais au-delà des chiffres et des textes de loi, la dimension la plus stratégique de ce dossier résidait dans l'exploitation de la contradiction entre les discours et les actes français, puisque l'équipe de Sanchez avait méticuleusement rassemblé les déclarations publiques d'Emmanuel Macron et de Lecornu sur les valeurs européennes pour les confronter aux pratiques concrètes de refoulement, transformant cette incohérence en une arme politique redoutable. Le tout amplifié par une campagne de communication offensive pilotée par Iván Redondo, ancien conseiller clé de Sanchez et spécialiste reconnu des stratégies d'influence chargé de transformer ce dossier technique en une pression médiatique capable d'ébranler la position française sur la scène européenne. Dans l'ombre, Iván Redondo avait orchestré une véritable offensive médiatique à l'échelle européenne, visant à installer un récit simple mais redoutablement efficace, celui d'une Espagne victime du repli égoïste de France, tout en cherchant à retourner l'opinion publique du continent contre Paris, en multipliant les témoignages bouleversants de migrants repoussés à la frontière, en diffusant des images saisissantes des centres saturés des îles Canaries, et surtout en mettant en avant des familles syriennes et afghanes coincées malgré elles sur le sol espagnol, une mise en scène soigneusement construite pour transformer une crise en drame humain incarné, et ainsi exercer une pression morale presque impossible à ignorer, une stratégie que Pedro Sanchez assumait pleinement, rappelant à ses conseillers dans les salons feutrés de l'hôtel Métropole que la France, si prompte à donner des leçons de solidarité, se montrait bien moins généreuse lorsqu'il s'agissait d'ouvrir ses propres frontières, insistant sur la nécessité de rappeler que l'Europe devait reposer sur le partage et non sur le repli national, une rhétorique déjà éprouvée qui avait souvent permis à Madrid de gagner des soutiens, d'autant que l'Espagne cultivait depuis longtemps son image de terre d'accueil nourrie par une tradition humanitaire et catholique revendiquée. Mais ce que Sanchez n'avait pas anticipé, c'est que Sébastien Lecornu préparait dans le même temps une riposte d'une rigueur presque implacable, accumulant données chiffrées, analyses économiques et comparaisons précises pour démonter méthodiquement ce qu'il considérait comme les contradictions du discours espagnol et les limites profondes de son modèle migratoire, car derrière les apparences diplomatiques, Matignon avait discrètement enclenché depuis plusieurs semaines une contre-offensive informationnelle d'une redoutable efficacité, pilotée notamment par Gérald Darmanin, qui avait mis en place une cellule spéciale baptisée Vérité Ibérique, réunissant certains des meilleurs experts français en la matière, parmi lesquels François Gemène et Christophe Bertossi, chargés de déconstruire point par point le récit espagnol en s'appuyant sur un travail d'analyse d'une précision presque clinique, passant au crible les budgets européens alloués depuis 2015, examinant les flux financiers entre Madrid et Bruxelles et comparant minutieusement les performances d'intégration entre les différents pays européens, afin de bâtir une argumentation difficilement contestable. Le document élaboré par les équipes françaises ne laissait guère de place à la contestation. En 88 pages serrées, il déroulait une riposte argumentée d'une redoutable efficacité, dont le point le plus explosif concernait l'usage des financements européens par Espagne, puisque l'analyse révélait que depuis 2020, Madrid avait bénéficié de plus de 3,4 milliards d'euros censés soutenir la gestion des flux migratoires, mais qu'en réalité, une enquête minutieuse de la Cour des comptes française démontrait que seule une minorité, à peine 37%, avait effectivement servi à l'accueil des migrants, le reste ayant été redirigé vers des projets d'infrastructures générales ou d'équipements administratifs sans lien direct avec l'immigration, une pratique que Christophe Bertossi n'hésita pas à qualifier lors d'un échange confidentiel à Matignon de détournement systématique des fonds de solidarité européenne, allant jusqu'à évoquer une fraude à grande échelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le rapport mettait également en lumière une réalité encore plus embarrassante pour Madrid, un sous-investissement chronique dans ses capacités d'accueil contrastant fortement avec les efforts consentis par France, qui consacrait davantage de ressources par demandeur d'asile, tant pour l'hébergement que pour l'accompagnement social. Tandis que l'Espagne adoptait une approche bien plus limitée, ce qui expliquait en grande partie la dégradation des conditions d'accueil et l'envie quasi systématique des migrants de quitter rapidement le territoire ibérique, et en creusant plus loin l'analyse française soulignait également un déficit structurel dans les politiques d'intégration espagnoles,
notamment l'absence de programmes organisés d'apprentissage linguistique, là où la France investissait chaque année près de 340 millions d'euros dans ces dispositifs, sans compter le fait que l'accompagnement vers l'emploi restait quasi inexistant en Espagne, alors que la France avait développé un réseau de 147 structures dédiées à l'insertion professionnelle des migrants, un déséquilibre qui expliquait pourquoi près de 73% des personnes arrivant en Espagne envisageaient immédiatement de poursuivre leur route vers d'autres pays offrant de meilleures perspectives, conduisant les auteurs du rapport à une conclusion cinglante faute de proposer un véritable projet d'intégration. L'Espagne ne faisait que transformer les migrants en voyageurs permanents à l'échelle européenne. Mais ce que Sébastien Lecornu gardait soigneusement en réserve relevait d'un tout autre niveau une enquête ultra-sensible menée en coulisses par l'administration fiscale française, dévoilant les zones d'ombre des dépenses migratoires de Espagne, puisque, sous la supervision directe de Bercy, les analyses avaient mis en évidence un écart significatif entre les chiffres communiqués à Bruxelles et la réalité budgétaire, les coûts réels de l'immigration, atteignant en vérité près de 7 à 8 milliards d'euros par an. Loin des 4 à 2 milliards officiellement avancés, une différence qui s'expliquait par l'omission volontaire de nombreuses dépenses, comme les frais judiciaires, les soins de santé, les dispositifs de sécurité ou encore les coûts éducatifs, révélant une forme de comptabilité ajustée qui permettait à Madrid de réduire artificiellement ses charges tout en amplifiant son statut de victime sur la scène européenne. Et c'est dans ce contexte que le 15 novembre 2025 à 16h15 précise, dans l'enceinte du Conseil européen, Pedro Sánchez prit la parole avec cette gravité étudiée qui caractérisait ses interventions les plus solennelles, vêtues de son costume sombre, affichant une expression à la fois grave et indignée, incarnant parfaitement l'image du dirigeant progressiste se posant en défenseur des plus vulnérables face à ce qu'il dénonçait comme l'égoïsme de certains partenaires, ouvrant son discours d'une voix maîtrisée en s'adressant aux chefs d'État et de gouvernement pour dénoncer ce qu'il présentait comme une dérive dangereuse, menaçant les fondements mêmes de l'Union, un discours soigneusement construit pour toucher son auditoire alternant données alarmantes sur la situation humanitaire aux îles Canaries et appel aux valeurs européennes. Afin de marteler une idée centrale, l'Espagne portait seule un fardeau qui devrait être partagé collectivement, insistant sur les 340 000 demandeurs d'asile présents sur son territoire, décrivant des îles submergées, des centres saturés des budgets sociaux sous pression et une population à bout de patience avant de conclure en interpellant directement l'Europe qui l'accusait d'inaction, dénonçant une indifférence qui laissait Madrid gérer seule une crise d'ampleur, une mise en scène de victimisation parfaitement maîtrisée destinée à provoquer un sentiment de culpabilité chez ses partenaires européens. Mais Pedro Sánchez ne comptait visiblement pas s'en tenir à une simple critique et choisit d'intensifier encore son registre moral fixant Sébastien Lecornu droit dans les yeux pour dénoncer non seulement l'inaction européenne mais surtout ce qu'il qualifiait de double discours français, accusant France de se présenter comme défenseur des droits humains tout en verrouillant ses frontières face aux migrants, laissant ces derniers atteindre Espagne avant de leur barrer la route lorsqu'ils tentaient de poursuivre leur parcours, une offensive verbale clairement destinée à provoquer une réaction mais qui trahissait aussi une erreur d'appréciation. Car Sánchez semblait ignorer à quel point son adversaire s'était préparé et loin de ralentir, il alla encore plus loin en remettant en cause les motivations même du discours français, insinuant que derrière les arguments de sécurité nationale se cachait en réalité une stratégie dictée par des impératifs électoraux, accusant implicitement le gouvernement français de sacrifier les principes européens au profit de considérations politiques internes, une critique d'autant plus mordante qu'elle venait d'un dirigeant lui-même fragilisé par l'opinion dans son propre pays, mais loin de tempérer ses propos, il poursuivit en dénonçant ce qu'il appelait une stratégie de dumping migratoire, affirmant que la position géographique de la France lui permettait de transférer le poids de la crise sur ses voisins du Sud, tout en préservant ses propres intérêts. Et il conclut par une déclaration solennelle aux allures d'ultimatum opposant deux visions de l'Europe, celle fondée sur la solidarité et le partage des responsabilités, et celle guidée par le repli national et l'abandon des plus vulnérables, appelant explicitement France à respecter ses engagements et à assumer sa part, affirmant que l'histoire jugerait ceux qui privilégient l'humanité à ceux qui cèdent à l'électoralisme, un discours qui déclencha des applaudissements nourris notamment parmi les pays du Sud qui se reconnaissaient dans cette critique, donnant l'impression que l'Assemblée basculait en faveur de Madrid, jusqu'à ce que Sébastien Lecornu demande la parole avec un calme presque déconcertant,
Se levant avec cette retenue propre à la tradition diplomatique française, avançant sans précipitation avant de planter son regard dans celui de Sanchez et de prononcer une réplique qui allait marquer les esprits. Il remercia ironiquement son interlocuteur pour ce qu'il qualifia de parfaite illustration de la rhétorique espagnole contemporaine, qu'il décrivit comme un mélange corrosif de victimisation et de refus de responsabilité, une entrée en matière directe et sans détour, qui fit immédiatement basculer l'atmosphère. Pris de court par cette riposte d'une rare fermeté, Pedro Sanchez se redressa brusquement, visiblement déstabilisé, tandis que Sébastien Lecornu, imperturbable, tirait calmement un dossier de sa serviette pour reprendre la parole, avec une précision presque clinique, rappelant que les discours sur la solidarité européenne devaient s'appuyer sur des faits concrets avant d'aligner des chiffres difficilement contestables. En 2024, Espagne avait consacré 4,2 milliards d'euros aux migrants contre 18 milliards pour France et 25,3 milliards pour Allemagne. Posant alors une question aussi simple que déstabilisante sur la réelle contribution de chacun, une série de données qui refroidit instantanément l'atmosphère dans la salle, tandis que Sanchez tentait de répliquer, interrompu sèchement par Lecornu qui affirmait prendre en compte tous les éléments, y compris ce qu'il qualifiait d'incohérence espagnole, poursuivant ensuite son argumentation en renversant l'accusation initiale. Loin d'être un pays fermé, la France accueillait proportionnellement davantage de demandeurs d'asile avec 0,9% de sa population contre 0,7% pour l'Espagne, démontrant que même en période de crise, Madrid restait en retrait par rapport à Paris, chaque chiffre venant fragiliser un peu plus le récit espagnol et révélant des réalités jusque-là soigneusement passées sous silence, puis changeant de registre tout en conservant une tension palpable. Lecornu s'attaqua à ce qu'il considérait comme la contradiction la plus évidente, soulignant que l'Espagne dénonçait le manque de solidarité tout en n'ayant elle-même quasiment transféré aucun migrant vers d'autres pays européens, une révélation qui provoqua des échanges de regards incrédules parmi les délégués présents avant de conclure en rappelant que l'Union européenne ne pouvait fonctionner comme un système où certains États externalisent leurs difficultés, insistant sur le fait que la solidarité implique d'abord une responsabilité nationale, notamment celle de maîtriser ses propres frontières, une prise de position risquée mais assumée qui retournait avec habileté l'argument moral espagnol contre Madrid lui-même. Le visage fermé, presque blême, Pedro Sanchez tenta une ultime riposte en suggérant que France ne mesurait pas réellement l'intensité de la pression migratoire, mais Sébastien Lecornu le coupa sans hésitation, affirmant au contraire que Paris comprenait parfaitement la situation précisément parce qu'elle refusait d'en transférer les conséquences à ses voisins, une réplique directe qui laissa la salle plongée dans un silence lourd, tant le ton employé rompait avec les codes habituels de la diplomatie européenne, aucun dirigeant n'ayant jusque-là formulé une critique aussi frontale de la gestion espagnole dans une enceinte officielle. Mais Lecornu n'en resta pas là et enfonça le clou, en révélant un chiffre particulièrement embarrassant selon les analyses françaises. Près de 73% des migrants arrivant en Espagne cherchaient aussitôt à quitter le pays pour rejoindre France ou Allemagne, posant alors une question implicite sur l'attractivité réelle du modèle espagnol d'intégration, avant de conclure par une formule cinglante appelée à marquer les esprits, selon laquelle un État ne pouvait à la fois revendiquer le contrôle total de sa politique migratoire et exiger des autres qu'ils en assument les conséquences, ajoutant que le temps où l'Europe compensait les défaillances ibériques appartenait désormais au passé, une déclaration qui fit immédiatement l'effet d'une déflagration politique, provoquant le départ temporaire de Sanchez et d'une partie de sa délégation, tandis que l'assistance restait sous le choc face à une telle franchise, marquant une première dans l'histoire de l'Union européenne, où un responsable occidental accusait publiquement l'Espagne d'incompétence et de pression politique, une onde de choc qui se propagea rapidement à travers le continent, déclenchant en Espagne une réaction médiatique virulente où les titres dénonçaient une humiliation nationale et fustigeaient l'attitude jugée arrogante de Lecornu, poussant le gouvernement à convoquer en urgence l'ambassadeur français à Madrid. Tandis qu'à l'inverse, dans d'autres capitales européennes comme Italie, Grèce ou Portugal, plusieurs responsables politiques saluaient ouvertement ce qu'ils percevaient comme un acte de courage consistant à dénoncer enfin certaines contradictions du système migratoire européen. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait brisé un tabou bien installé en Europe, celui de la posture victimaire quasi systématique adoptée par certains pays du Sud. Et si la réaction fut immédiate, elle ne fut pas uniforme. Car du côté de l'Allemagne et des Pays-Bas, les prises de position restèrent mesurées,
mais laissait transparaître une forme d'approbation discrète envers France, plusieurs responsables reconnaissant en coulisses qu'il devenait nécessaire de rappeler à Espagne ses propres obligations. Tandis que fait plus inattendu encore, cette confrontation provoqua au sein même de certains cercles espagnols un début de remise en question avec des économistes qui commencèrent à s'interroger publiquement sur la pertinence des choix migratoires de leur gouvernement et sur sa capacité réelle à assurer une intégration durable, mais au-delà des réactions nationales. C'est surtout l'attitude des institutions européennes qui retint l'attention, car la Commission européenne, habituellement prompte à défendre les pays du Sud face aux critiques venues du Nord, adopta cette fois une posture étonnamment réservée, se contentant par la voix de Ursula von der Leyen d'un message mesuré, appelant simplement à la poursuite du dialogue entre partenaires, un silence qui, loin d'être anodin, traduisait en réalité un basculement subtil mais profond, car il suggérait que pour la première fois, les instances européennes admettaient implicitement la légitimité des critiques formulées par la France à l'encontre d'un système migratoire qui permettait aux États les moins rigoureux de transférer leurs difficultés aux autres. Et les effets de cet épisode ne tardèrent pas à se faire sentir, puisque 6 mois après cet affrontement, les équilibres géopolitiques en Europe emportaient encore la marque, avec des relations entre France et Espagne nettement détériorées, mais aussi un regain de crédibilité pour Paris auprès de partenaires fatigués des discours moralisateurs venus de la péninsule ibérique, tandis que plus largement cette crise contribua à accélérer une transformation en profondeur des politiques migratoires européennes, les États membres prenant conscience des limites des approches fondées uniquement sur l'accueil massif et réalisant la nécessité de repenser leur stratégie de manière plus pragmatique, une évolution qui atteignit son point culminant lors du Conseil européen de mars, où pour la première fois les 27 pays adoptèrent un dispositif contraignant de surveillance des frontières extérieures assorti de sanctions financières pour les États défaillants, marquant ainsi un tournant majeur vers une gestion plus stricte et plus coordonnée des flux migratoires. Selon Jan Egeland, ce que beaucoup appellent désormais l'effet Lécornu, a profondément transformé l'approche européenne en matière de migration, mettant fin à une époque où certains États pouvaient se retrancher derrière des discours humanitaires pour dissimuler leurs lacunes administratives. Et au fil des mois, Sébastien Lecornu a cessé d'être perçu comme un simple chef de gouvernement pour devenir une figure emblématique d'une gestion migratoire fondée sur la responsabilité et le refus du chantage moral. Son intervention du 15 novembre 2025 étant désormais analysée dans de nombreuses institutions comme un exemple de fermeté politique alliée à une utilisation rigoureuse des faits, au point que lors de la cérémonie du prix de la gouvernance européenne en décembre 2025, le jury salua publiquement son action, en soulignant qu'elle incarnait un engagement en faveur d'une politique migratoire plus équilibrée et inspirait une nouvelle génération de dirigeants. Et avec le recul, cet épisode apparaît comme un moment charnière car il a marqué une rupture nette entre deux visions de l'Europe, celle dominée par les postures idéologiques et celle guidée par une logique de responsabilité concrète, une bascule dont l'impact dépasse largement le cadre de cette confrontation, puisque même si Pedro Sánchez continue aujourd'hui de relativiser l'incident dans les médias de Espagne, les conséquences politiques, elles sont déjà inscrites dans les faits, avec l'adoption d'un mécanisme européen imposant un contrôle renforcé des frontières et une répartition plus équitable des coûts liés à la migration. Preuve que cette séquence a durablement influencé la direction prise par l'Union, et au-delà des décisions concrètes, elle a aussi façonné l'image de Lecornu comme celle d'un dirigeant ayant compris une règle essentielle du jeu politique européen à long terme. La franchise appuyée sur des données solides finit toujours par l'emporter sur les discours qui cherchent à masquer la réalité. À masquer la réalité. À masquer la réalité.